j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui participent à cette neuvième session consacrée à l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie des fruits et légumes. Cette session est enregistrée, quelques indications préalables donc. Cette session est donc enregistrée. Vous avez la possibilité de suivre en français ou en anglais. Vous pouvez donc suivre, ou plutôt choisir votre langue. L'enregistrement se fera également en français et en anglais. Et donc, cette session va se concentrer sur la main-d'œuvre, plus particulièrement les pénuries en main-d'œuvre. C'est un défi très important un peu partout dans le monde et plus particulièrement dans les pays développés. L'absence de main-d'œuvre ou le déficit en main-d'œuvre peuvent affecter la production, les transports, avec naturellement répercussions sur la résilience et la durabilité du secteur agricole. L'absence ou le manque de main-d'œuvre peut également avoir des impacts sur la récolte et la disponibilité, avec incidence sur les prix, sur la chaîne de valeur, sur les exploitants, les commerçants et les consommateurs. Donc, certains facteurs qui affectent la pénurie en main-d'œuvre euh, sont les suivants. Tout d'abord, le vieillissement. La main-d'œuvre agricole vieillit très rapidement. Il n'y a plus suffisamment de jeunes qui sont prêts à travailler dans le secteur agricole. Pourquoi? Eh bien, vous avez d'autres secteurs qui sont plus attirants pour ces jeunes. Travailler dans l'agriculture, c'est physiquement très difficile, c'est éprouvant. Et plus personne n'est très désireux de travailler dans ce genre de conditions. Et puis, oui, il y a également des problèmes politiques, par exemple, les restrictions imposées aux migrations. Et ça a été particulièrement visible comme phénomène durant la pandémie de Covid. Ici, en Europe, nous avons eu un énorme problème du confinement euh, en cours de pandémie. Les franchissements de frontières étaient interdits et c'était vraiment inquiétant. Inquiétant en termes de récolte notamment. En dernière minute, il a fallu mettre en œuvre des dérogations ou conclure des accords avec certains pays pour permettre à la main-d'œuvre de se rendre en Europe et d'aider à la récolte. Autre problème, le secteur agricole évolue. Il n'est pas stable. Il évolue avec le temps. De nouvelles technologies ont fait leur apparition, par exemple les drones. Il y a également eu la numérisation. Euh, et pour cela, nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre compétente qui puisse prendre en charge ces nouveaux progrès technologiques. Donc, c'est un sujet très intéressant qui est conditionné par de nombreux facteurs. Mais nous avons également un certain nombre de solutions qui s'offrent à nous. Par exemple, rendre le secteur agricole et l'agriculture plus attirante aux yeux des jeunes, leur proposer des conditions plus équitables qui leur permettent de s'orienter plus vers l'agriculture que vers d'autres secteurs. Euh, et puis aussi, il est possible de mettre en place des assurances santé, des assurances transport, tous des éléments qui permettraient de remédier à cette pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons quatre orateurs qui vont nous aider à mieux comprendre cette problématique, la problématique des insuffisances de main-d'œuvre. Nous parlerons rapidement des questions de migration. Nous aborderons également la question des nouvelles technologies, notamment la robotique, et nous nous pencherons également sur les perspectives pour le commerce, les négociants. Comment peuvent-ils résoudre ce problème de pénurie de main-d'œuvre, plus particulièrement dans le domaine de la culture fruitière? Je vais donner la parole maintenant à Jérémy Knops du Colide. Jérémy, Thank you very much, merci. Jose, and José, good morning, good afternoon et to all of you bonjour et bon après-midi from à wherever tous, you're où que vous connected. So soyez. it's a great pleasure for me to Je welcome you suis today vraiment très heureux de pouvoir vous to accueillir this webinar aujourd'hui that we're co-organizing à ce webinaire que between nous Collead and organisons OECD.
as part en of our collaboration avec nos collègues de fruit and l'OCDE. veg series. Ce séminaire José s'inscrit dans la explained série fruits et légumes. was the topic of the day, huh? Et José nous a A bien super expliqué le important sujet du topic, labor jour. C'est un sujet shortages très important. in the fruit and veg sector. Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des I fruits et won't be very légumes. long because José, I Je think, ne vais pas être has très long parce que je set the crois que scene José a très bien in a planté le very décor already very comprehensive way. de manière complète, globale. Just to mention that Je this voudrais simplement topic, dire of que course, is at the cette heart question se trouve au cœur of one of our major programs that we are d'un implementing at the des moment, the Fruit to programmes que nous Market Plus sommes en program, train supported by the EU de mettre and en the œuvre, ACPS, in the sense that, in line with le, Colead's vision, le projet growing Market people, Plus, the major focus of our work qui is met around surtout skills l'accent development, capacity sur les building, compétences, le training, développement des providing compétences, information. l'éducation, la formation Um, et l'information. we seeing, of course, Naturellement, across both European and global que contexts, in tout some cela cases for different reasons, euh, probably, and in se others déroule for the same naturellement en Europe, reasons, mais un peu partout ailleurs aussi. Pour un some certain nombre de challenges raisons, for the recruitment, nous but sommes also for the confrontés à retention des problèmes non seulement de recrutement, mais également workers, de maybe skilled fidélisation, de or rétention des travailleurs, qu'ils soient skilled, expérimentés, compétents, ou qu'ils across le really the soient un peu spectrum moins. of functions Et that we ce, can pour see toutes les in the value fonctions chains, and particularly in the fruit and veg qui sector. And jalonnent so, la chaîne de as valeur, plus Jose mentioned, particulièrement les fruits et it has légumes. profound Comme l'a implications, dit of course, from José, cet productivity and état supply de chain fait a continuity, but a des most grosses importantly for répercussions en the termes de overall productivité sustainability of et this de chaîne sector, d'approvisionnement, et la which has never durabilité du secteur been dans son ensemble s'en trouve affectée. so challenged, Et c'est um, un défi qui se and in pose à nous front de of so many façon vraiment très aiguë. um, complexities. And so that's a C'est un bit the défi paradox that particulièrement we're facing complexe today, of in aussi. terms of having the right people at the right Il places to faut trouver overcome les some the key bonnes challenges personnes in au bon this moment sector, well, pour fruit and veg, which is relever part of les agri-food défis qui systems, se présentent which we aujourd'hui know dans le all secteur des need to fruits et be légumes et dans le secteur des transformed systèmes profoundly agricoles qui sont en to train de overcome a se number of transformer challenges on profondément. Earth today, encapsulated through the Sustainable Et Development Goals. tout ceci, naturellement, And so s'inscrit that dans le cadre des there's a objectifs de kind of développement inherent there durable. um, Et paradox donc, that we on need to be aware est of, and that we hope confronté à un today, paradoxe, à with the savoir great que panelists that we have, we'll be able to further explore les questions sont some of the root complexes, causes elles sont of the difficiles. Et avec challenges, les but also intervenants, nous maybe allons essayer some d'explorer, solutions. d'étudier les causes du Of problème, mais également course, les solutions work more on qui pourraient se présenter. Bien making sûr, the sector more attractive. il José faut shared a faire en couple of sorte insights que already. I think this is something that l'agriculture soit plus continuously attirante, comes soit plus to attractive. our José ears nous en a déjà wherever parlé. we travel, we work. I mean, we're seeing that other Où que sectors nous have travaillions, où que this nous capacity to voyagions, euh, attract more nous talent. voyons qu'il But est again, here, and nécessaire this is d'attirer plus de across talents. the broad spectrum. Et Just came back from par a couple exemple, of missions, and je there were rentre two de plusieurs complexities missions of et different nature. je me suis One, the rendu compte very qu'il y avait deux gros problèmes low complexes. participation Tout d'abord, or la faible request of participation current students for studies, horticultural related studies, ou plutôt in a le manque country d'étudiants where dans the les sector filières is agricoles recognized as being dans les very pays important. où In this précisément case, of course, Kenya. l'agriculture joue un rôle très important. Et je The pense reputation of the surtout au horticultural Kenya, sector in Kenya has not to be made, but there were le Kenya qui only se a fonde handful of vraiment sur people choosing l'horticulture. horticulture related studies. So Et that's one part vous of avez très peu the complexity. d'étudiants And then, qui choisissent la filière in more horticole au also Kenya. Et on the puis, leadership autre positions within facteur, companies or within les postes à institutions, that it has to be responsabilité dans today les a institutions sector that attracts concernées, on the trouve best difficilement de or responsables. Il est most, difficile given the d'attirer les complexities personnes les plus talentueuses, it's les plus facing. So of qualifiées course, on our pour side, we're occuper deeply ces committed to postes à this. responsabilité. As Donc, I nous said, sommes through our particulièrement program, it's investis the dans main cette angle question on which we're au working, travers de notre strengthening programme. skills, On making essaye de sure that renforcer basically the les needs of compétences, companies les aptitudes, de sorte que are les met. besoins des entreprises puissent être satisfaits. Companies, organizations, public, private, civil Entreprises, society. organisations, Um, entreprises and privées, mais également and société yes, civile. we really hope that Et today's oui, exchange nous espérons will be the start, fermement que basically, les échanges d'aujourd'hui of a dialogue and a platform permettront to fully engage de on this topic. lancer un dialogue So plus again, I vaste thank you all for joining us sur today, la question. and Merci I wish encore us de nous all a rejoindre fruitful aujourd'hui. session. Thank you for Et being je with vous us, and again, souhaite thank you for the une excellente panelists for session. your time Merci aux panélistes. Je vous souhaite being with us today. le Thank you. meilleur pour aujourd'hui. Thank you, Merci. Jeremy. Merci, Jérémy. So we are going to start Donc, with the session now. nous allons entamer Remember, we la will session. have all the presentations first.
Nous allons tout d'abord écouter les exposés, après quoi nous aurons une foire aux questions. Vous êtes donc invités à déposer vos questions dans le chat box, après quoi nous interpellerons les orateurs sur vos différentes questions. Tout d'abord, faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie des fruits et légumes, défis et solutions. Je donne la parole à notre première experte. Il s'agit de Roxana Barbulescu, professeure associée à l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Je souhaite la bienvenue à Roxana. Merci d'être avec nous. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien la présentation, les diapositives. Voilà, j'ai le plaisir de participer à cette importante conversation. Je pense que le moment est vraiment venu d'avoir une conversation plus générale dans ce domaine sur lequel je travaille depuis 2020 et je pense que tout particulièrement dans le domaine de l'horticulture, les problèmes sont plus apparents. Depuis la pandémie, nous avons vu que il y avait beaucoup de travailleurs migrants qui venaient dans le monde partout, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, et qu'il y a des restrictions qui étaient en place et voir également les questions relatives à la sécurité alimentaire, la situation de crise dans l'industrie actuellement et pour pouvoir assurer l'approvisionnement en aliments sur des périodes des périodes assez courtes. Avec l'augmentation de l'utilisation des engrais, la, euh, les coûts de production ont augmenté de 30%. Et puis, la pression est également venue du fait de l'augmentation des salaires. Donc, il est vraiment important d'avoir une conversation en profondeur au sujet des problèmes de la main-d'œuvre horticole. Voilà, j'espère que vous pouvez voir la présentation convenablement maintenant. Je voulais commencer par vous présenter une petite séquence d'animation que j'ai obtenue d'un des travailleurs. C'est un projet que j'ai dirigé grâce au Conseil de la recherche et innovation du Royaume-Uni, le UKRI, qui est la principale agence de financement de la recherche au Royaume-Uni. C'est a fait partie d'un travail que j'ai fait avec les travailleurs agricoles. Alors, je voudrais commencer par mettre sur la table un paradoxe. On nous dit qu'on doit s'attendre à moins de travailleurs saisonniers dans le monde agricole. Pourquoi? Parce qu'il y aura davantage de recours à l'automatisation, que la récolte et la plantation seront plus efficaces, et puis il y a de nombreuses mesures et des politiques innovantes qui seront mises en place pour réduire le recours à les travailleurs, mais nous avons vu que les nombres et que les chiffres et que la demande de travailleurs saisonniers restaient assez fixes au cours des dernières années, malgré ces coûts plus importants, et on voit également une augmentation du recrutement de travailleurs saisonniers. Dans la littérature relative à la migration, il y a un paradoxe libéral qui dit que les taux d'immigration sont plus importants que ce que le public en général souhaiterait. Et nous avons vu que au cours des derniers temps, le public soutient l'immigration à faible niveau, et ceci, nous avons vu, et également beaucoup de travail qui a été fait par l'OCDE sur
la vaste opportunité de visas qui peuvent être obtenus. Pourquoi est-ce qu'on voit une augmentation fixe ou accrue de travailleurs saisonniers? Eh bien, d'abord, il y a une question démographique à la base. C'est ce que José a mentionné plus tôt. Et en particulier dans les zones rurales, il y a moins de population que dans les grandes villes et on voit que le chômage est concentré dans les villes, les grandes villes. Les villes rurales sont moins peuplées, il y a moins de logements disponibles pour un grand nombre de travailleurs, non seulement en temps de récolte, mais également au moment de la culture et du moment de réaliser les semailles. Et c'est quelque chose sur quoi les agriculteurs doivent innover. Ils doivent produire un système permettant de déplacer les travailleurs d'un site d'exploitation agricole à un autre. Euh, il y a eu beaucoup d'investissements de la part des gouvernements nationaux dans la recherche, l'innovation et également dans l'application de l'automatisation. Alors, pour certaines cultures, ce mouvement peut être accéléré, en particulier au Royaume-Uni, pour les pommes de terre, par exemple, mais il y a des cultures qui sont plus fragiles ou pour lesquelles il est plus difficile d'appliquer les méthodes automatiques, en particulier pour les tomates et les fruits rouges comme les fraises ou les framboises ou pour la salade. Mais les experts en automatisation disent qu'il y a toujours moyen de trouver une solution en fonction des cultures. Il n'est pas possible de trouver une solution générale qui vale pour tous, mais c'est également une question d'investissement. Et donc, d'une part, il y a la mise à échelle, mais d'autre part, il y a les investissements qui sont nécessaires. Et à cause de ces pressions supplémentaires dans le système et dans les systèmes agroalimentaires pour euh, trouver des solutions durables et avoir une agriculture écologique, nous voyons que il y a un déplacement de la production alimentaire et même certains agriculteurs nous disent qu'ils préfèrent cultiver ailleurs pour maintenir les frais au niveau le plus bas. On voit cela dans le cas de l'Europe où on voit qu'il y a des cultures qui sont déplacées vers l'est et vers le sud. Donc c'est vraiment intéressant parce que d'une part, on recrute des travailleurs, mais également il faut savoir que les exploitations sont de plus en plus grandes. Donc ce que je vais vous présenter c'est l'impact de la pénurie en main-d'œuvre dans les systèmes alimentaires du Royaume-Uni. Et ça a été fait par l'agence avec la contribution de la FSA. Et il y a eu un autre produit qui est une initiative de TEFRA, qui est le département de l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales du Royaume-Uni, qui ont examiné l'automatisation, en particulier pour l'horticulture comestible. Et là, euh, au- comme l'idée d'avoir des exploitations agricoles plus rentables, on se tournait plutôt vers la diversification. Et il y a des agriculteurs qui ont commencé à faire de la production de fleurs ornementales, par exemple, qui ont un traitement à part. Donc, il peut y avoir différentes opportunités financières et des implications politiques qui permettent aux agriculteurs d'être plus rentables et durables à long terme. Et le troisième projet était un projet de l'OP, qui est une commission indépendante qui, au Royaume-Uni, nous avons une disposition concernant les salaires minimums et qui s'applique aux travailleurs
saisonniers qui viennent de l'étranger pour leur payer une caravane et choses pareilles. Mais les données empiriques viennent d'un projet plus grand, Feeding the Nation, que j'ai réalisé avec mon collègue Carlos de Vargas Silva de l'Université d'Oxford et de collègues à Leeds. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, et je passerai très rapidement sur ce point, nous avons eu des entretiens avec 80 travailleurs migrants saisonniers sur différents sites, en différentes langues, et nous avons également un sondage par courrier avec 53 agriculteurs. Je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais dans la vidéo que je vous ai présentée au début, nous avions un travailleur qui avait fait un photoreportage d'une semaine au sein de l'exploitation où il travaillait pour montrer comment était son travail dans une exploitation qui comptait de 200 à 300 travailleurs. Ici, je voudrais vous donner un aperçu de ce qu'il y avait comme commentaire dans ces entretiens. Euh, la, la- la demande à venir était assez simple apparemment, mais ils ont tous insisté sur la dureté physique du travail et les quotas de production très intenses qu'on leur imposait. Donc, je vous montre ceci, mais je ne vais pas y consacrer trop de temps. Je voulais également vous montrer à quel point les choses ont changé au Royaume-Uni lorsqu'on parle de la demande et comment ceci a été traité et son évolution pendant une longue période. Le Royaume-Uni a utilisé la liberté de circulation pour pouvoir recruter ses travailleurs saisonniers. Donc, il y avait un ancien programme d'immigration au Royaume-Uni, mais actuellement, plus de 90% des travailleurs viennent de l'étranger. Maintenant, il y a différents visas que les travailleurs auxquels les travailleurs peuvent accéder. Par exemple, aujourd'hui, nous avons de nombreux de réfugiés, pardon, ukrainiens qui travaillent dans les exploitations et qui ont un visa de réfugié, ce qui est assez habituel pour les chercheurs d'asile en Italie, en Espagne, pour qu'ils puissent travailler pendant qu'ils attendent une décision sur leur demande d'asile, en particulier pour la cueillette. Alors après le Brexit et le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y a eu le régime pilote pour 27 000 visas, c'est-à-dire à peu près un nombre assez important. Et il y a eu un mouvement lent depuis la libre circulation des travailleurs vers les visas d'immigration uniquement pour les travailleurs saisonniers. Actuellement, nous parlons de 55 000 visas T5. Donc, ça a commencé avec 27 000, mais ça, c'est parce qu'il y avait une forte demande en 80, 90 et dans les années 2000, avant que on arrive à la libre circulation de personnes. Actuellement, on parle de 55 000 travailleurs. Actuellement, nous avons des migrants, comme des réfugiés ukrainiens, par exemple, qui, pour la brève période qu'ils sont passés de la libre circulation à la situation actuelle, les Ukrainiens représentaient à peu près plus de 80% des travailleurs saisonniers. Donc, euh, le recrutement s'est déplacé vers l'Est. Principalement l'Ukraine. Et maintenant, les pays visés sont principalement le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Népal, l'Indonésie. Ce sont les zones où le recrutement se produit. Alors, je voulais également vous montrer une idée de l'opinion du public, parce que c'est une des questions qu'on a posées aux, aux fonctionnaires responsables de l'immigration. Et il y a un soutien assez vaste que
les travailleurs saisonniers ne préoccupaient pas trop les gens, c'était assez positif par rapport à d'autres situations. Maintenant, ce qui était un sérieux problème pendant de nombreuses années, c'était pouvoir recruter suffisamment de travailleurs. Donc, ces programmes fonctionnaient, mais ne permettaient pas de couvrir tous les besoins. Je voulais vous montrer ici juste des chiffres et un calcul. Ce sont les chiffres qui ont été apportés par l'Union nationale des agriculteurs du gaspillage alimentaire que la pénurie en main-d'œuvre avait créé. Il y avait toujours plus besoin de plus de travailleurs que ceux qui étaient disponibles. Et puis, pour une seule exploitation ici, donc au-dessus, vous aviez l'expérience globale et en la partie inférieure, vous voyez que l'exploitation agricole à Norwich avait perdu 50 000 livres en raison de la pénurie de travailleurs. Donc, ceci peut avoir, le fait de manquer d'une douzaine de travailleurs peut avoir des répercussions énormes pour les exploitations de taille moyenne. Maintenant, voyons voir les données que j'avais sur l'horticulture comestible. 46% des agriculteurs nous ont dit qu'il leur manquait 11% de travailleurs et la plupart des agriculteurs nous disaient qu'il était plus difficile actuellement de recruter de la main-d'œuvre. Ici, vous avez des données plus granulaires. À peu près 10%, une, une- une bonne proportion de travailleurs, pardon, d'agriculteurs ont pu avoir suffisamment de travailleurs, mais 10% présentaient une pénurie entre 11 et 20%. Si on regarde les chiffres de plus près, quelles sont les exploitations qui souffraient le plus de la pénurie? Il s'agissait des petites et moyennes exploitations. Les grosses euh, exploitations avaient moins de problèmes parce qu'ils pouvaient facilement obtenir des certificats d'immigration. Donc, ils ont pu s'adapter plus rapidement et pouvoir puiser des ressources. Mais lors de cette transition, pour les plus petites entreprises, c'est plus difficile. Ce fut un point important parce qu'on leur a également demandé si cette évolution de la pénurie en main-d'œuvre les avait amenés à recruter davantage de travailleurs locaux, des travailleurs britanniques, et nous avons découvert qu'une minorité de l'agriculteur disait qu'effectivement, mais que la majorité ont dit qu'en dépit de la pression, ils parvenaient quand même toujours à trouver les mêmes travailleurs qu'ils avaient au début. Alors, sans plus attendre, je vais passer aux défis, aux tendances et passer un peu de temps pour voir quelles sont les solutions qui pourraient s'appliquer. Donc, et ça c'est une tendance que l'on voit dans les pays développés, c'est que les travailleurs saisonniers et le recrutement est principalement à partir de travailleurs migrants qui sont absolument cruciaux et la main-d'œuvre dominante. Ils s'occupent non seulement de la cueillette, mais également ils surveillent les cultures et travaillent également dans le conditionnement. Parce que les- et elles ont parfois, par exemple pour les sachets de salade préparés, vous les avez vus, c'est assez populaire. Et puis les paquets pour de déjeuner à base de produits horticoles emploient également ce personnel. Pour accroître la rentabilité et l'efficacité des régime de migration saisonnière, de nombreuses exploitations déplacent les travailleurs d'un plan
à un autre. Par exemple, ils feront travailler d'abord leur main-d'œuvre pour les fruits d'été, par exemple les fruits rouges, et puis au fur et à mesure que l'année avance, ils les déplaceraient vers la cueillette de fruits d'arbres. Et je dois dire qu'au Royaume-Uni, euh, les travailleurs saisonniers ne peuvent pas rester plus de 6 mois au Royaume-Uni. Ensuite, il y a une période de refroidissement de 6 mois et je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérémy là, tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème sur le recrutement et la rétention. Le secteur voudrait pouvoir maintenir des travailleurs qualifiés ou qui ont acquis des compétences, mais ceci rendrait le système plus efficace parce que si les travailleurs reviennent tous les ans, ils pourraient avoir davantage de revenus et ça éviterait une situation où, parce que ça permettrait également à créer une relation plus basée sur la confiance et permettrait d'avoir un format plus durable avec un renouvellement moins important des travailleurs, avoir toujours les mêmes travailleurs d'un an à l'autre. Puis il y a aussi la question de la manière dont les employeurs appliquent le principe des paiements de l'OIT. Il y a des questions sur relatives à la garantie des heures de travail. Euh, et puis qu'il y ait plus d'informations avant que les travailleurs ne quittent leur pays, que les choses soient claires pour eux dès le début. Et il faut voir également comment les frais de main-d'œuvre euh, ont leur impact sur le prix des cultures. Parce que, par exemple, pour les framboises et l'asperge, 60% du coût de la production repose sur la main-d'œuvre. Et puis, l'automatisation est certainement une solution. Ça rendrait le travail plus facile, plus efficace, permettrait d'accélérer la productivité, ce qui est vraiment un problème pour l'agriculture, mais on voit que cette automatisation se produit plus lentement que prévu. Je vous remercie de votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Roxana. J'ai pris des notes et on en rediscutera par la suite. Nous passons maintenant à Christophe Aubé, qui est CEO d'Agreen Culture et directeur de Robagri, une grosse organisation axée sur la robotique en France et en Europe. Donc, Christophe, je vous donne la parole. Important de travailleurs saisonniers pour la gestion des fruits et légumes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement pourquoi on en est là, et je pense que la première présentation présente un certain nombre de raisons. La question auquel je vais essayer de répondre, c'est finalement quelles sont les opérations qui manquent de main-d'œuvre et comment y répondre technologiquement avec des solutions de robotique. Je prends les documents de l'OCDE que vous devez, je pense, tous connaître sur le bout des doigts. Nous pouvons déjà identifier quels sont les pays qui ont recours massivement à des travailleurs saisonniers. Autant la France, la Grèce, l'Italie, la Belgique, l'Espagne.
euh, pour les pays européens. Et quand on prend l'autre graphe sur la droite et que l'on compare, euh, est-ce que ces pays ont des problèmes de main-d'œuvre saisonnière, on remarque, à quelques exceptions près, que tous les pays qui ont recours à des travailleurs saisonniers ont des problèmes de main-d'œuvre. Par ailleurs, ces pays-là, que je vais reprendre, hein, l'Italie, la France, pour l'Europe et plein d'autres, sont des pays qui ont une très grosse production de fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes sont un secteur dans le secteur agricole, dans l'environnement agricole, qui est fortement impacté par le manque de main-d'œuvre. Quand on fait une analyse aux États-Unis et qu'on demande finalement quelles sont les activités que vous pourriez, sur lesquelles vous avez le plus de problèmes de main-d'œuvre, on va retrouver des activités qui sont très importantes en termes de temps dans les fruits et légumes. La récolte, la pulvérisation et à moins forte impact, à moins fort impact, la gestion des adventices et des mauvaises herbes. Quand on pose une autre question à ces mêmes agriculteurs, à qui l'on pose la question, et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ces manques de main-d'œuvre? On voit comme activité principale l'automatisation, la robotisation. C'est un point qui est très important, c'est que euh, ce n'est pas en essayant d'augmenter l'attractivité ou les salaires que les gens pensent trouver une solution pour la continuité de leur activité, c'est en passant par une automatisation. Le deuxième point qui est très important dans ce graphe est la réponse qui apparaît entourée en rouge et qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et ça rebondit sur l'une des dernières slides présentées juste auparavant. Euh, on va rentrer dans une logique de réduction de l'activité ou de perte d'activité, de gâchis, puisque la majorité des personnes pensent réduire les surfaces agricoles, euh, éventuellement quitter le business de la production agricole. Et donc, on voit bien que les opérations d'automatisation, de robotisation sont un élément clé pour, à minima, préserver la production agricole de fruits et légumes. Maintenant, il est évident que face à ce constat-là, les industriels ne sont pas restés sans solution. On a vu pour certaines cultures, et en particulier les cultures à plus forte valeur ajoutée, comme la pomme, ou alors des cultures avec des plus grandes surfaces, que des solutions de robotisation sont arrivées pour pouvoir cueillir de manière euh, assez autonome et avec un niveau de qualité les solutions. Derrière, toutes ces solutions-là fonctionnent, commencent à fonctionner, mais toutes ne sont pas fondamentalement rentables absolument partout. Néanmoins, comme ces solutions ont commencé il y a plus d'une dizaine d'années, on commence à avoir des vergers qui sont intégralement équipés de robots et qui voient une vraie rentabilité dans ces solutions. Donc, heureusement, les technologies viennent pallier à ce manque flagrant de main-d'œuvre. Des solutions de robotisation pour pouvoir, pour la cueillette en particulier de pommes, qui semble être le secteur le plus intéressant pour les industriels. Aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine dans le monde entier, avec des niveaux de maturité assez différents, mais on voit que la pomme va être un secteur qui va avoir des solutions pour combattre ce manque de main-d'œuvre. Néanmoins, il n'y a pas que la pomme. Euh,
il n'y a pas que la pomme, il y a plein d'autres secteurs qui nécessitent eux aussi de la main-d'œuvre et en particulier autour de la récolte des fruits rouges ou des fruits beaucoup plus sensibles, que ce soit la framboise, la fraise dans certains cas. Nous voyons que les technologies avancent et petit à petit, on voit que ces solutions deviennent rentables. Donc, encore une fois, les industriels se sont appropriés le défi du manque de main-d'œuvre pour pouvoir proposer des solutions rapidement. On en voit autant pour des solutions sous serre, avec des environnements extrêmement normés, que dans des environnements ouverts avec un peu moins de normes, mais encore une fois plutôt bien stabilisées, de telle sorte que les différents environnements trouvent des solutions de robotisation permettant, encore une fois, à minima de préserver euh, la quantité de fruits et légumes disponibles sur le marché. Mais la robotisation n'est pas que la cueillette, et on l'a vu dans les premières présentations, les premières slides de ma présentation. La robotisation peut être aussi euh, un moyen de faciliter les tâches autant de cueillette ou de conduite des cultures, en permettant de focaliser les ouvriers agricoles disponibles sur les activités à plus forte valeur ajoutée ou alors en réduisant considérablement la quantité de travail à réaliser. Sur le robot à gauche, on voit que ce sont finalement que des porteurs qui vont être à proximité des personnes qui récoltent les grappes de raisin et qui vont les emmener en bout de champ, limitant la logistique nécessaire pour les ouvriers agricoles et la quantité de raisin à porter sur le dos. Encore une fois, la robotique ne fait pas tout, mais vient rendre beaucoup plus efficace l'opération de récolte. À droite, c'est une solution de taille pour la vigne et qui n'a vocation non pas à faire l'intégralité du travail d'un viticulteur, mais plutôt de lui simplifier la tâche et de faire 80% de la taille, peut-être en plus de temps, mais permettant d'avoir une activité faite plus rapidement par les ouvriers qui, eux, pourraient se focaliser sur 10% de cette taille. Les solutions présentées sont déjà pour pouvoir préserver une quantité de production. Néanmoins, il y a un volet que l'on n'a pas traité qui est le côté environnemental et augmentation ou la réduction de l'impact environnemental de la conduite des itinéraires fruits et légumes. On voit et on le sait que toute réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, réduction des engrais, utilisation d'opérations mécaniques plutôt que l'utilisation des produits phytosanitaires a un impact sur le temps de travail pour la conduite de ces itinéraires agricoles, fruits et légumes. Néanmoins, encore une fois, les industriels se sont emparés de ces solutions-là pour pouvoir avoir une conduite qui ne soit pas, qui ne nécessite pas un recours massif de main-d'œuvre, mais qui puisse être robotisée. Sur l'exemple que je vous présente d'un pulvérisateur autonome, on voit qui est capable de fonctionner sur pommes, amandes, olives, oranges et plein d'autres fruits. On peut réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est une bonne chose pour notre secteur. En revanche, le temps nécessaire pour faire cette opération est plus important et donc nécessite, par la robotisation, des solutions qui soient complètement autonomes. Donc, encore une fois, la robotique permet de faire un pas en avant important sur la conduite durable des opérations de fruits. On retrouve exactement la même chose sur des solutions de désherbage laser, donc n'utilisant absolument plus de produits phytosanitaires, qui est une solution qui est extrêmement efficace, mais très lente et sur des faibles largeurs. Encore une fois, la robotique permettant de ne pas imposer d'avoir des personnes dans les cabines des tracteurs permet de s'offrir le luxe de la durabilité de la production de légumes tout en ayant recours à la robotique. Ou encore, une autre solution de désherbage mécanique sur la partie vigne offre l'opportunité de réduire l'utilisation des herbicides, mais cette solution est plus lente, consomme moins d'énergie, et donc, encore une fois, le recours à la robotique semble être une solution pour la durabilité de nos productions agricoles.
un dernier exemple qui est sur la partie d'émondage pour retirer des feuilles sur la production de tomates sous serre, qui est une opération qui prend extrêmement de temps, mais qui permet d'avoir une production agricole maintenue et limiter l'apparition de maladies dans les serres. Encore une fois, ces tâches qui sont chronophages, qui pourraient avoir recours massivement à de la main-d'œuvre et de saisonniers que nous n'avons pas, peut être parfaitement couvert par des robots qui sont plus lents, mais qui offrent autant une opportunité de préserver les rendements, tout en ayant une amélioration de l'impact environnemental. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions sur l'opportunité de la robotique dans la culture des fruits et légumes. Merci à tous. Thank you very much. Thank you very much to Christophe. Merci beaucoup, Christophe. À nouveau, nous aurons une session questions-réponses à la fin de toutes les sessions. Nous avons pris un petit peu de retard, donc je vais demander au prochain intervenant de ne pas utiliser trop de temps. Et maintenant, du point de vue des opérateurs, nous allons commencer par Thomas Hildebrand, qui est directeur du département fruits à la CIPEF en Belgique. Thomas, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français puisque le français est ma langue maternelle. Voilà, je vais faire rapidement une présentation. Je m'appelle Thomas Hildebrand, je suis directeur de CIPEF, une société qui est basée en Belgique, qui est dans l'agriculture tropicale. Ma carrière a démarré dans l'agronomie tropicale en Afrique de l'Ouest. Je suis un planteur de bananes. J'ai une bonne compétence en matière de mangue dans l'Afrique de l'Ouest, pas mal de produits tropicaux et installé actuellement en Belgique pour la distribution, commercialisation et transport des produits que nous produisons principalement en Afrique et dans d'autres pays du monde. Voilà. Je vais axer un peu mon débat sur plusieurs sujets. Un, sur le contexte européen, je pense qu'il a déjà été bien développé par rapport à la main-d'œuvre par les deux collègues qui ont pris la parole auparavant. Et je crois également, je pense que dans tout ce que je vais expliquer va principalement s'axer sur des cultures ou des produits qui rentrent et que nous faisons actuellement sur base annuelle pratiquement. Ce ne sont pas des produits saisonniers où l'impact de la main-d'œuvre, à mon avis, peut être totalement différent en fonction du type de production, si ce sont des productions pérennes ou si ce sont des productions saisonnières. Voilà. Alors, pour commencer sur le contexte européen, je vais vous parler de la banane, puisque nous sommes producteurs, importateurs de bananes. Je crois qu'il y a eu un changement fondamental de notre filière d'importation, de distribution de fruits, de bananes en particulier, à partir de la crise Covid. Crise Covid a changé fondamentalement les méthodes de mise en marché par, d'une part, restriction du mouvement. Deuxième chose, et depuis la crise Covid, effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, manque pénurie de main-d'œuvre. Et de fait, il y avait une grosse partie de la préparation des produits qui étaient amenés dans les canaux de distribution, hein, dans les supermarchés, qui étaient auparavant préparés, présentés en Europe et qui sont, depuis la crise Covid, principalement pour la banane, je le cite, préparés actuellement dans les zones de production. Je veux parler du sourcing, de produits préemballés, qui concerne aujourd'hui pratiquement 50 à 60% de la consommation de ce produit. La plupart du sourcing aujourd'hui, en matière de produits préemballés, est fait à l'origine. Il y a eu un changement fondamental de méthode, de mise en marché, et je crois qu'il y a eu une forme d'adaptation du cycle, de par la pénurie de main-d'œuvre qu'on a, et ça a donné quelque peu des opportunités au niveau de la production. Voilà. Donc, on peut dire également, dans ce cadre, depuis la crise Covid, qu'on peut assister pour certains produits d'un transfert de technologie qui existait auparavant en Europe, qui s'est transféré dans les différentes zones de production
qui peuvent bien sûr s'adapter à cette demande. Voilà, voilà. Ça concerne, je dirais, principalement l'impact qu'on a eu au niveau de la banane sur le marché européen. Pénurie de main-d'œuvre, oui, mais moins de monde qui travaille en Europe dans le secteur, mais une partie de ce secteur qui s'est retourné vers la zone de production pour apporter des produits qui sont déjà préparés, présentés les zones de production. Voilà. Je veux passer maintenant sur la période, sur la zone Afrique, la zone ACP, la zone Afrique, production où je crois selon le type de produit, qu'on soit en production pérenne, euh, comme la banane par exemple, où on parle de plusieurs années de travail, ou en produit saisonnier, le contexte main-d'œuvre, risque et opportunité main-d'œuvre est totalement différent. Totalement différent. Voilà. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que moi, je pense personnellement qu'il y a des opportunités considérables pour les zones de production qui peuvent s'adapter justement à cette pénurie de main-d'œuvre et qui peuvent peut-être passer par une forme de robotisation dans certains pays, certainement, mais la robotisation, je pense, a ses limites. Et je crois également par rapport à des pays africains, par exemple, il ne faut pas oublier, c'est que on a quand même un développement de la démographie, on a une population jeune qui a besoin de travail. On a également beaucoup de promotion qui est faite pour l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, et je dirais que le secteur privé, dans ce cas-là, a besoin de beaucoup de support de la part des autorités politiques des différents pays, parce que l'emploi des jeunes en particulier nécessite malgré tout beaucoup de formation et beaucoup de, je dirais, de durabilité, de garder les gens dans les zones de travail. Dans les zones de travail, voilà. Par rapport aux zones de travail, il faut également faire la différence entre les zones de travail qui sont proches des villes, des grandes villes, où il va être fort compliqué, il est de plus en plus compliqué aujourd'hui pour le milieu agricole de trouver des gens qui vont vouloir travailler dans les plantations, pour cause de pénibilité du travail principalement, mais également par rapport au salaire qu'il peut y avoir, où l'industrie ou l'agro-industrie peut souvent payer plus que le secteur agricole. Les niveaux de salaire sont différents. Malgré tout, et tenant compte justement de cet afflux de personnel qu'on peut avoir, il y a beaucoup de gens et il faut éviter justement qu'on se retrouve avec des gens au chômage en Afrique, dans les zones de production. Si les supports sont faits au niveau de la promotion et si au niveau des entreprises, les entreprises savent accompagner leur personnel par un salaire décent certainement, encore faut-il rester compétitif, mais également, je dirais, par de la promotion interne. Je pense que ce que les gens recherchent en particulier est du support social. Support social veut dire les assurances, etc., etc. Les gens vont chercher également de plus en plus, vont être de moins en moins opportunistes. Les gens vont chercher également à avoir des emplois stables, des emplois durables et vont chercher également du moyen terme et du long terme dans leurs entreprises. Voilà. Euh, donc, je pense que l'agriculture en Afrique en particulier est en train on assiste à un changement fondamental de l'agriculture. L'agriculture d'hier qu'on avait en Afrique est en train d'évoluer, pardon. On va avoir une combinaison qui se met en place où on va se retrouver avec une main-d'œuvre qui va chercher un, un, une atmosphère de travail qui soit plaisante. Les réseaux sociaux sont là, il y a voilà, les réseaux sociaux sont là, une atmosphère de travail plaisante. Il va y avoir un support, il va y avoir un support de la part des États pour justement apporter de la promotion, supporter les entreprises pour l'emploi, et également une forme de mécanisation qui va quand même éviter des tâches trop difficiles pour le personnel, mais avec certaines limites, où justement l'Afrique pourra garder toujours les niches que l'Europe est en train de perdre.
Il va y avoir des opportunités énormes, je pense, pour les zones de production. Le tout, bien entendu, en gardant les accès aux différents marchés, sans oublier les bilans en carbone, mais enfin, c'est un autre sujet. Pour moi, il y aura un transfert de main-d'œuvre qui se fera automatiquement de l'Europe vers les zones de production, là où la main-d'œuvre est disponible, et il va y avoir des opportunités qui vont se créer certainement pour les zones, l'Afrique de l'Ouest en particulier. Voilà. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Now we move to Alice Et Rioual, maintenant, nous passons à CEO from Alice Mango Rioual, SO Burkina PDG Faso. de Mangasso, Alice, the floor is yours. Mangosso, pardon, au Burkina Faso. Alice, je vous donne la parole. J'ai activé le truc. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ok. Euh, qu'est-ce que je fous? Alors, moi, je suis Alice Riwal, PDG de l'entreprise Mangoso. Il faut dire que j'ai réussi à transformer ma petite entreprise en une société agro-industrielle de premier plan au Burkina Faso. Euh, je me suis vraiment, euh, comment dirais-je, depuis 92, je suis dans la filière mangue séchée. J'ai fait mes expériences au niveau de Ouaga. Je me suis délocalisée carrément à Toussiana, au cœur des bergers, pour pouvoir travailler avec les producteurs en direct. C'est là qu'en 2000, je me suis installée à Toussiana. L'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir avoir accès aux producteurs, traiter avec eux et maîtriser la matière première, ainsi que aussi la qualité du produit. J'ai étendu un peu, 2019, mes compétences. Je suis devenue la présidente du cercle des sécheurs. J'ai travaillé avec des coopératives. En 2022-23 par là, je me suis engagée beaucoup à travailler sur la qualité. Et au-delà de mes réussites entrepreneuriales, je suis passionnée par le soutien de l'éducation, l'égalité des sexes et le développement communautaire, qui pour moi, ça a un impact significatif tant dans le monde des affaires que dans la communauté locale d'où je vis à Toussiana. L'engagement que j'ai eu à travers la qualité, ça m'a permis en tout cas de répondre aux normes. J'ai obtenu au niveau de Mangosso des certificats biologiques, HCCP et BSC en 2024 de l'année dernière. Il faut dire qu'au-delà de mes réussites, je continue toujours d'innover, c'est-à-dire avoir de nouveaux produits, diversifier mes activités, en prévoyant en tout cas travailler plus d'autres produits, que ça ne soit pas seulement que la mangue séchée et la noix de coco séchée, mais de la confiture, du sirop. Et je prévois diversifier davantage en transformant des noix de riz. On m'appelle communément Maman Alice Qualité, à tel point que j'ai été primée en 2015 par l'APEX, qui est l'Association des exportateurs du Burkina. Et j'ai reçu aussi le meilleur prix de la France le Salon de la mangue. Voilà. Maintenant, nous allons parler face aux défis des problèmes que rencontre la main-d'œuvre au niveau du Mangoussi. Ah, je ne vois pas mes notes. Alors, Mangosso est dirigé par trois groupes de femmes. Nous sommes situés au Burkina Faso, sur l'axe Ouaga, non, l'axe Toussiana-Banfora. Nous avons 25 ans d'existence. Nous traitons des mangues séchées et la noix de coco. Nos produits sont exportés à l'Union européenne. Nous travaillons avec deux coopératives et avec une centaine de producteurs et une trentaine de collecteurs. Aujourd'hui, Mangosso emploie 540 saisonniers, dont 20 permanents, 520. La plupart des travailleurs qui sont à Mangosso sont vraiment des gens qui ne sont pas qualifiés.
Mais nous avons tellement travaillé sur la qualité que nous avons réussi à vraiment avoir des certificats à notre niveau. Dans le secteur de la mangue au Burkina, les usines fonctionnent 90 jours de l'année. La filière emploie à peu près 28 000 personnes. Et un quart des salariés indirects, en majorité, sont des saisonniers. Il faut dire aussi que les unités de transformation du Burkina recrutent annuellement des employés. Ils sont des temporaires. Plus de 45% sont des femmes. Dans la majorité des PME, le personnel est stable avec un turnover rapide. Le rendement de travail est variable d'une unité à l'autre. Les problèmes liés maintenant à la main-d'œuvre. On peut tourner? Voilà. Nous avons essayé de rémunérer quelques problèmes. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustifs. Pour nous, la première problème que nous avons rencontré, c'est le temps de travail, qui est lié à l'absence de repos pendant les 3 mois de campagne. Il faut dire que c'est une saison de 3 mois qui est intense. Nous n'avons pas un temps de repos. Nous travaillons 7 jours sur 7 parce que la mangue est un produit périssable. Et nous devons tout faire pour pouvoir le récupérer le maximum possible de produits séchés pour les clients. Et face à cela, il faudrait comme solution que nous avons adoptée, c'est améliorer les conditions de travail, proposer des horaires de travail flexibles. La deuxième solution que nous avons rencontrée aussi, évolution, c'est par rapport au taux d'exigence des normes liées à la réglementation européenne. Cette année, par exemple, avec la loi qui est sortie pour les produits biologiques, nous sommes obligés maintenant de revoir carrément notre manière de travailler, de former et sensibiliser aussi les gens sur les normes de la réglementation de l'Union européenne. Et c'est une démarche proactive en ce moment à notre niveau. Il faut dire qu'aussi, il y a aussi la localisation. C'est-à-dire que nos entreprises de séchage sont situées en zone rurale. Là, une zone qui n'est pas toujours motivante pour les jeunes. Ça ne les attire pas tellement. Les meilleurs ne peuvent pas venir dans un village. Ils veulent rester vraiment dans la capitale. Pour cela, il faudrait qu'on crée un cadre, créer des logements pour le personnel venant d'ailleurs. Nous devons aussi faciliter aussi leur intégration dans la localité. Et on reçoit toujours des jeunes qui savent tout parler la langue toussiane ou le dioula, qui arrivent à Toussiana qui sont vraiment perdus. Là, ça fait partie aussi des solutions que nous pouvons engager. Il y a aussi le problème de saisonnalité et la viabilité même du travail. L'activité, étant temporaire, 2-3 mois, il y a ce qu'on appelle rupture de la chaîne d'approvisionnement au cours de la campagne. Pour cela, il faudrait qu'on introduise des produits, d'autres produits, c'est-à-dire il faudrait diversifier les activités, nous s'occuper aussi de l'approvisionnement en matières premières et travailler vraiment en collaboration, en partenariat avec les coopératives afin de pouvoir résoudre toutes ces difficultés que nous vivons. Nous avons aussi au niveau de problème numéro 5 que j'ai énuméré, c'est par rapport à la gestion même du personnel et la rémunération. Nous avons constaté qu'il y a aussi l'inflation qui augmente le coût de travail ici. Nous aussi, nous le vivons. En Europe, on dit qu'il y a l'inflation. Au Burkina aussi, nous l'avons aussi. Il y a aussi beaucoup de demandes par rapport à l'augmentation des salaires, étant donné que la vie devient chère, tout le monde veut un peu plus pour gagner. Pour cela, il faudrait peut-être penser à augmenter les salaires du personnel, avoir souvent des entretiens permanents avec le personnel. Et, on peut toujours continuer. Flash. Voilà. L'impact de la main-d'œuvre sur la chaîne des valeurs. Nous avons énuméré quelques points. Pour nous, il y a d'abord la baisse de la productivité. Il y a le baisse de rendement. Nous sommes moins compétitifs sur le plan international. Nous avons suivi aussi la baisse des chiffres d'affaires. Il y a la non-atteinte des objectifs de l'entreprise dû au retard de livraison des produits. Nous avons aussi une perte de crédibilité vis-à-vis des clients. Il faudrait ajouter aussi la diminution de la valeur ajoutée avec un impact négatif sur le tissu économique national. Pour ce qui est des perspectives envisagées par Mangoso SRL pour la gestion durable
pour la main-d'œuvre. On peut tourner. Ah, on ne me suit plus? Isola? Nous avons énuméré quelques idées. Alors, il faudrait, pour réduire la dépendance de la main-d'œuvre de 60% et augmenter le salaire de 40%, nous devons y penser à l'appel à la mécanisation de certaines opérations, changer aussi les modes de paiement et avoir une meilleure organisation du travail. Idée numéro 2 pour nous, c'est de réfléchir aussi à comment faire pour énumérer ou primer celles ou ceux qui se feront distinguer par la qualité, la régularité et le son en soi du moins. C'est-à-dire, en ce moment, nous devons mettre en place un indicateur de performance par personne. Instaurer aussi un système de motivation. L'idée numéro 3 pour nous, en ce qui concerne la formalisation d'une cellule sociale et soutenir davantage les communautés, c'est de créer à l'avenir une fondation pour le soutien aux communautés, mettre aussi en place une prise en charge sociale. L'idée numéro 4, pour pallier aux difficultés que nous rencontrons, c'est veiller aussi à la santé et à la sécurité des travailleurs. Pour cela, nous devons mettre en place des programmes de suivi de la santé des travailleurs, former sur la sécurité de la santé, l'hygiène et l'assainissement. Nous devons aussi travailler beaucoup sur les certifications. Renforcer aussi les capacités techniques des équipes, c'est faire des partenariats avec les centres de formation. Actuellement, nous avons au Burkina des centres de formation qui peuvent aussi nous accompagner. Les élèves, une fois sortis de l'école, peuvent venir travailler dans les centres de transformation de banques séchées. Nous devons aussi beaucoup collaborer avec l'agent de soutien au niveau du secteur. Élaborer un programme pour faciliter aussi l'innovation. J'ai été trop rapide parce qu'on m'a pas donné assez de temps, mais je pense que j'ai expliqué grosso modo tout ce qu'on devait parler. Il y a aussi le problème de mécanisation. C'est qu'il y a un qui a parlé qu'il faut mécaniser. Dans notre but, il faut aussi qu'on fasse la mécanisation. On ne peut pas toujours continuer à travailler sur vraiment de la main-d'œuvre qui n'est pas du tout stable. Ça serait dommage, mais on tend vers là. Parce que le but de créer une entreprise, c'est aussi englober une bonne partie du personnel dans un village, donner de l'emploi aux jeunes. Mais si entre-temps les jeunes ne sont pas du tout stables, on est obligé de tendre vers la mécanisation. Et je sais que dans le cadre de la mangue transformée du Burkina, on peut mécaniser d'autres volets, c'est-à-dire le lavage des mangues ou bien le découpage des mangues. Ça va réduire un temps soit peu et la main-d'œuvre. Mangoso vous remercie. Merci beaucoup, Alice. Je voudrais remercier tous les intervenants. Comme vous voyez, c'est un sujet particulièrement épineux. Nous allons maintenant passer à la section questions-réponses. Et je vais commencer par Roxana, parce qu'il y a une question en français je vais traduire pour vous. Et donc, c'est une question pour Roxana, la première intervenante. Peut-on imaginer une procédure pour délivrer des visas euh, avec plus de facilité, avec moins de paperasse et plus de ciblage fidélisation des personnes à recruter pour t'aider à résoudre ces manques de main-d'œuvre, du moins saisonniers dont on parle. Oui, merci beaucoup, José, pour cette traduction et merci à Madi pour cette question. Bon, et je crois qu'il y a des modèles qui peuvent être considérés. C'est très intéressant parce que alors que de nombreux pays apportent des travailleurs saisonniers, il y a autant de pays que de modèles. Donc, on peut apprendre les uns des autres et c'est ce que j'essaie de euh, présenter à ce réseau d'experts pour qu'ils puissent déceler les meilleures pratiques et essayer d'ailleurs.
ont tendance à retourner même jusqu'à 8 fois pour y aller. Ça élimine une série de situations parce qu'il y a des contacts de tous les côtés, mais il y a certainement encore pas mal de travail à faire. Et je voudrais simplement signaler une chose. On regarde les problèmes et les solutions pour la production d'aujourd'hui, mais il faudrait qu'on voit à plus long terme, à savoir comment on peut rendre possible une augmentation de la productivité des fruits rouges et des légumes et les rendre accessibles. Et finalement, je voudrais demander à Thomas et Alice si ils ont examiné euh, l'aspect recherche et innovation sur comment augmenter la productivité et rendre les produits plus économiques. Je sais que dans d'autres domaines, il y a énormément possible expansion potentielle, par exemple pour la viande synthétique. Alors, je voudrais savoir s'il y a le même genre d'enthousiasme pour l'innovation, nouveaux produits, des investissements en innovation pour essayer de rendre les fruits rouges plus accessibles pour le grand nombre. Merci Roxana. Je vais laisser Thomas et Alice réagir s'ils veulent rapidement. Je ne vois pas de réaction de la part de Thomas. Euh, Alice réagit. Oui, Alice. bon, j'avoue que on pense beaucoup à la rénovation. Il faudrait aussi qu'on diversifie beaucoup nos activités si on veut vraiment continuer à vendre nos produits en Europe. Là, actuellement, nous sommes en train de faire des recherches pour voir dans quelle mesure on peut avoir du matériel pour pouvoir mettre ça dans les entreprises de transformation de la mangue. Nous n'avons vraiment pas pour l'instant de solution. Nous sommes à la recherche de solutions. Mais nous savons bien qu'il va falloir vraiment qu'on y travaille beaucoup là-dessus. Conduire à la question. Le processus est engagé d'une façon plus ou moins rapide et ça dépend principalement des zones dans lesquelles les entreprises sont situées, les pays et les zones dans lesquelles les entreprises sont situées. À plus on se rapproche des zones urbaines, à plus on rencontre le problème, on se rend compte de la pénibilité du travail, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a 50% de la population qui a moins de 35 ans et que l'agriculture est le premier vecteur d'emploi. Il n'y a pas non plus dans toutes les zones africaines de sécurité sociale, de caisse de chômage, tel qu'on peut le rencontrer en Europe, où les gens qui n'ont pas d'emploi en Afrique, les gens qui n'ont pas d'emploi en Afrique, n'ont pas de moyens de subsistance, si ce n'est la famille qui leur donne un coup de main. Donc le contexte est différent suivant la saisonnabilité du produit. C'est ce que Alice vient d'expliquer. Au niveau de la banane, c'est différent. On a des produits saisonniers, on a des produits annuels, première chose. Et deuxième chose, suivant la zone dans laquelle l'agriculture est opérée. Il est certain qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui se met en place d'amélioration de tout cela. Ça, c'est clair. La pénibilité, le salaire, le dialogue social. Thank you very much. We move now. Merci beaucoup. J'ai vu une question pour Christophe au B. Elle est en français. Cette question est pour vous. Certains membres du public ont dit que vous vous concentrez sur la robotisation dans le secteur horticole, mais la question c'est dans quelle mesure est-ce que c'est faisable de mettre cela en œuvre en Afrique, puisque la topographie est différente. Je vais essayer de répondre à cette question et à une autre aussi,
parce que en fait, pour tous les sujets qui sont liés à la robotique, bien entendu, lorsque on regarde les premières images que j'ai vues, que je vous ai partagées, on voit des vergers assez plats, et on peut utiliser des robots sur des terrains qui peuvent être en pente parce que cela permet de réduire les risques pour les personnes. Donc, les robots ne travaillent pas uniquement sur des terrains plats. Et ensuite, nous avons une société au Gabon qui produit de l'huile de palme. Et là, ce n'était pas une zone plane et il manquait du personnel et la robotisation représentait une bonne opportunité. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si on parle d'une petite ou d'une grande exploitation. Bien entendu, pour ce qui est de l'innovation, tout commence toujours par des exploitations où il y a des fonds pour pouvoir faire face à ce au coût qu'implique ce type de système. Mais il y a des tendances où le niveau, où le coût de cet appareillage diminue de plus en plus et ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un robot si l'exploitation fait moins de 20 hectares. Mais en 2028, on n'aura plus d'exploitation de 20 hectares, mais de 5 hectares. Et donc, euh, actuellement, la solution n'est pas applicable pour ce genre d'exploitation, mais elle le sera dans l'avenir. Et puis, le dernier point, je crois que j'ai répondu à deux questions là avec ce que je viens de dire. En ce qui concerne l'énergie, il y a tellement de problèmes différents et de solutions. On peut travailler avec des panneaux solaires qui n'exigent pas le recours aux produits pétroliers. Et bien sûr, je ne peux pas. Le problème, l'énergie pourrait être un problème ou non en fonction du pays considéré, mais actuellement, il y a énormément de solutions disponibles avec des panneaux solaires pour des gros moteurs. Et donc, ces solutions existent. Merci beaucoup, Christophe. Nous sommes en train de dépasser un peu l'horaire. Je voudrais donner la parole à Isolina, si vous voulez bien faire quelques remarques de conclusion. Ça a passé tellement vite. Et c'était une session très intéressante et j'ai beaucoup aimé les présentations, les exposés et les questions aussi étaient très intéressantes. Et je vois que de nouvelles questions sont en train d'être posées sur la mécanisation, comment la rendre plus intéressante, plus attirante. Euh, Ce que je dirais, c'est que, bon, c'est impossible de tout résumer parce que les échanges ont été très riches. Il est un domaine dans lequel nous travaillons avec le plus grand intérêt. Euh, Comme vous le savez, on collabore avec l'OCDE dans le cadre de la production de fruits et légumes, domaine dans lequel José euh, est très actif. Et il y a la question des investissements. Et naturellement, je parle du point de vue du Sud global. Vous faites beaucoup, vous menez beaucoup de programmes dans les pays africains, en Caraïbes, etc. Et on parle naturellement essentiellement de zones rurales. Des zones rurales qui sont un peu abandonnées. Et Alice nous en a parlé. Elle a parlé du besoin d'investir. Il faut investir dans les infrastructures, dans des régimes, dans tous les domaines susceptibles d'améliorer le sort de l'agriculture et donc le sort des travailleurs. Naturellement, on travaille parfois dans les zones ou plutôt sur les produits à haute valeur ajoutée, mais ce n'est pas nécessairement suffisant.
Roxana a parlé également de vieillissement des populations, mais il n'y a pas suffisamment d'investissement en gros qui permettrait d'attirer une nouvelle main-d'œuvre. Comment attirer cette main-d'œuvre et comment la retenir, surtout au vu des opportunités plus intéressantes qui se présentent dans les zones urbanisées. Vous avez toute la question de la formation qui se pose, la question des compétences, la question des risques. Il faut requalifier le personnel et l'OCDE, naturellement, travaille beaucoup dans ce domaine, mais on a besoin de beaucoup plus et notamment d'investissement. Un autre domaine d'intérêt, c'est les migrations et la réglementation en la matière. Et ça, c'est une question de politique, de cadre politique, de décideurs. Comment ouvrir, comment fermer les frontières. Les règles sont en train d'évoluer rapidement en Europe et ailleurs. Et là aussi, Roxana nous a donné des explications sur les mouvements de la main-d'œuvre, mouvements qui ne sont pas seulement conditionnés par la réglementation, mais également par d'autres facteurs. Donc, tout ceci, ce sont des facteurs qui sont très importants qu'il faut analyser et les petits exploitants éprouvent parfois des difficultés dans le sud à comprendre ces problèmes et à assurer un suivi. Et c'est en ce sens que le travail de Thomas prend toute son importance. Euh, Vous travaillez avec des compagnies connues en Europe, mais vous avez également l'Afrique où le contexte est très différent. Et puis, il y avait aussi la diversification des activités. Roxana et Alice nous en ont parlé. Aux- Diversification en agriculture et en dehors de l'agriculture, activités agricoles et non agricoles. Là aussi, cette diversification pourrait attirer du monde. C'est donc un point critique. L'innovation est essentielle. J'ai beaucoup aimé aussi ce qui a été dit au sujet de la robotisation et de la numérisation, parce que ça peut sembler très difficile parfois. Et Christophe a très bien expliqué de quoi il retournait, mais il ne faut pas oublier non plus que les coûts sont en train de diminuer. Euh, L'Afrique connaît également sa révolution et je l'ai suivi de très près dans le cadre de mes emplois précédents. Et aujourd'hui, le plus petit des exploitants a son téléphone mobile, par exemple. Euh, il n'est peut-être pas technologique, mais il comprend la technologie. Il y a des outils qui sont utiles à utiliser. Moi, j'utilise mon téléphone mobile et je ne connais rien à la technologie des communications. Euh, je ne sais pas réparer mon propre téléphone naturellement, mais je sais que le téléphone existe et qu'il est là et qu'il peut être utilisé facilement. Et ça, ce sont également des aspects dont il faut tenir compte. Et bien sûr, sachant que le coût que cela représente pour des petits exploitants n'est pas le coût que cela représente pour de grosses entités semi-industrialisées. Et il y a également la question de la concurrence. Mais je dirais encore deux choses ou d'autres choses. Il sera nécessaire d'en reparler de toute façon. Merci, Isolina. Je tenais à remercier très rapidement tous les intervenants. Cette question est une question très dense, en effet. Les investissements, c'est vrai, sont fondamentaux. Et puis, on tend souvent à laisser de côté la question de la législation et des décideurs. La législation doit être porteuse d'incitatifs. Il faut de l'argent, mais il faut également des règlements, des réglementations, des lois qui facilitent le travail dans le secteur agricole. Et pour le moment, c'est très difficile. Les gens ne veulent pas se lancer dans l'agriculture. Ils trouvent que c'est trop risqué. Ils lui préfèrent d'autres secteurs. La main-d'œuvre agricole n'est donc pas fiable et
La robotisation est bien sûr une possibilité, c'est une option, mais cela prendra du temps. Pour le moment, il faudra tout de même trouver des solutions concrètes à la question du déficit en main-d'œuvre agricole. Et notamment dans le domaine des fruits et légumes. Il nous reste, pardon, 5 minutes. Isolina, je crois que tu voulais parler d'autre chose. Oui, merci, José. Je ne sais pas si l'un ou l'autre intervenant souhaiterait ajouter quelque chose. Oui, y aurait-il des observations encore à formuler rapidement? D'accord. Donc, je te rends la parole, Isolina. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, José, pour la manière dont tu as géré le débat. Merci aux excellents intervenants. Euh, Vous aurez les enregistrements des présentations la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine. Et naturellement, vous pouvez toujours nous contacter si vous le voulez. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps euh, avec cette enquête. Mais de 2021 à 2024, bon, nous avons lancé cette série en 2021 avec l'OCDE. C'était l'année des Nations Unies pour les fruits et les légumes, vous vous en souviendrez peut-être. Et donc, euh, comme José l'a dit, euh, on a parlé à ce moment-là, où on parle toujours maintenant d'ailleurs, du secteur des fruits et légumes au travers de ces sessions en ligne. Mais c'est un domaine intéressant et il est nécessaire, je crois, d'élargir un peu notre public, de sortir de notre spécialisation. Nous avons obtenu un certain retour d'informations sur différents sujets, retour d'informations qui est venu de différents continents, principalement d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. Mais l'Europe continue ou commence plutôt à manifester de plus en plus d'intérêt pour la question. Même chose pour l'Amérique du Sud et l'Asie. Et naturellement, euh, il s'agit surtout de producteurs, de PME, également de grosses entreprises. Nous sommes également en contact avec les législateurs, le monde de la finance, etc. Mais dans l'ensemble, l'ensemble des participants nous ont fait part de leur satisfaction. Euh, 98% en fait des répondants étaient très contents de ce qu'ils avaient entendu lors de ces sessions. C'est vrai qu'il y a toujours la frustration de ne pas disposer d'assez de temps. Chaque débat ouvre de nouvelles voies de discussion, mais nous sommes très contents de ce taux de satisfaction. Et les répondants nous ont dit principalement qu'ils avaient acquis des nouvelles connaissances, des connaissances très intéressantes dans les domaines comme la sécurité alimentaire, la planification des activités, les cadres réglementaires, même chose pour les systèmes de gestion de la qualité. Euh, et il y a ce qui se passe naturellement dans le cadre de nos sessions, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de ces sessions. Il faut aller vers l'autre, il faut améliorer l'accès au marché, lancer de nouvelles entreprises, faire un peu plus de travail d'analyse, prendre contact, échanger avec nos pairs, échanger avec la recherche. Ce n'est pas toujours facile non plus pour un opérateur, mais bon. Le résultat, c'est une meilleure compréhension des réglementations en matière d'exportation, des réglementations régionales également, par exemple en Afrique, une meilleure connaissance de tout ce qui touche à la conformité aux certifications et dans les domaines comme la durabilité, l'environnemental et le social aussi. Donc, en bref, on va proposer des nouveaux sujets et j'invite les participants aujourd'hui à s'exprimer. Nous sommes ouverts à vos propositions. Si vous voulez faire un exposé, vous pouvez toujours nous contacter dans le cadre de cette session ou dans le cadre des sessions à venir. L'enquête que nous avons menée
a fait ressortir certains domaines d'intérêt comme la durabilité, surtout le climat, la résilience face au changement climatique, toute la question de la fertilisation des sols, la gestion hydrique, l'agroécologie et aussi la logistique de la chaîne du froid. Les infrastructures concernées par ce problème, le renforcement de la valeur ajoutée et l'amélioration de l'accès au marché tout en réduisant les pertes post-récolte. Et puis, vous avez aussi la question de l'intelligence artificielle et de la robotique. Là aussi, les participants ont véritablement un besoin d'information. Ils éprouvent un besoin d'information. Naturellement, c'est difficile. Gestion des sujets techniques, des sujets compliqués, mais et bien souvent, on ne sait pas quelles applications ces différentes innovations peuvent avoir dans notre domaine. Tout ceci pour vous dire qu'il y a beaucoup à faire, mais merci encore. Nous vous encourageons à poursuivre sur la voie qui a été ouverte par cette session ou par ces sessions qui recueillent entre 98 et 99% de satisfaction. Et nous comptons dorénavant également nous concentrer sur le sud global, sur l'hémisphère sud. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire en guise de conclusion de notre enquête. Merci beaucoup, Isolina. Nous avons atteint la fin de cette session. Merci à Roxana, à Christophe, à Thomas et à Alice. Merci d'avoir partagé vos perspectives avec nous. Merci aux collègues, Jérémy et Isolina. Merci aux interprètes pour leur excellent travail. Et merci à tous ceux qui étaient là. Nous espérons que cette session vous aura été utile. Et nous comptons bien organiser une 10e session avec le COLID en espérant que vous pourrez y participer. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.